Au centre de formation de l'Olympique de Marseille, c'est la fin de l'entraînement pour les jeunes apprentis du club. Ce soir, ils ont rendez-vous avec Sébastien Boueil, un rugbyman, ancien membre de l'équipe de France amateur. Mais l'ex-talonneur n'est pas venu leur parler mêlée, ni ballon ovale. Bonjour. Les adolescents face à lui ont entre 13 et 17 ans. Est-ce que vous savez pourquoi je suis là? Du tout? Donc vous allez avoir une belle surprise. On va parler d'un sujet qui est encore tabou en France, encore plus en milieu sportif. C'est de la pédophilie en milieu sportif. Alors on va se détendre les gars. Je suis pas là, je suis un ancien sportif comme vous. Ouais. Je suis un ancien rugbyman. On va y aller sans filtre. Alors, moi j'ai été violé de l'âge de 12 à 16 ans en milieu familial. Je jouais dans une banda. Donc dans le sud-ouest, il y a beaucoup de bandas de la musique. C'était donc le mari de ma cousine. Mes parents avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui et que je rentre avec lui. Tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, avant de me ramener, il me violait. 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents. Oui. Mais vous n'avez pas essayé d'en parler à quelqu'un? Alors, non. Parce que tout simplement, tu es piégé dans sa toile d'araignée. Tout simplement qu'il a tissé tout autour de toi. Et lui, il disait à l'époque, si tu le dis, eh bien, je dis que tu es un PD, un homosexuel. Il y a 20 ans de ça, l'homosexualité et le rugby, c'était pas du tout compatible. Heureusement, les mœurs ont changé. Donc, il verrouillait la parole comme ça. Oui. Mais je vais peut-être aller loin, mais tu n'as jamais songé à le retrouver, à le bomber ou... Si. Moi, j'aurais tué, je crois. Ouais, mais après, c'est toi qui vas partir en tôle et pas lui. Pas grave. Hein. J'ai pu en parler 18 ans après. Et quand j'ai annoncé à ma cousine que son mec m'avait violé... Que je mens? Non. Elle m'a dit, je sais, je suis au courant. Sébastien n'a pas été abusé au rugby. Il y a de la pédophilie. Mais il sait que le milieu sportif, les vestiaires, les douches, les chambres partagées lors des compétitions sont un terrain propice aux agressions pédophiles. Donnez-moi les qualités qu'un bon entraîneur, un bon bénévole, un bon éducateur. Gentil. Gentil. Ok. Toujours à l'écoute. À l'écoute, donc protecteur, on va dire. Arrangeant, serviable. Et voilà les qualités qu'un bon prédateur. D'où la difficulté d'identifier ces personnes-là. Oui. Votre histoire vraiment me touche. Franchement, ça me touche, votre histoire. Ah, c'est vrai. Monsieur, vous êtes fort. C'est pas que mon histoire vous touche, j'espère. C'est surtout que vous compreniez que la pédophilie, malheureusement, elle est partout. Et qu'il faut savoir se protéger et surtout parler quand on a un secret. D'accord? Je te présente Nasser. Allez, viens, Nasser. Ciao, les gars. Mais ça fait plaisir, tu sais. Merci, les gars. Ils sont touchants, ces cons. À l'OM, l'ex-rugbyman a aussi sensibilisé tous les entraîneurs pour leur apprendre à repérer sur les terrains d'éventuelles victimes. Félicitations. Moi, j'aurais pas eu le courage. Hein. Comme j'ai dit, peut-être que je regardais avec moi ce secret-là jusqu'à la fin de mes jours. C'est un exemple pour nous. Hein. Selon Sébastien Boueil, l'omerta règne dans le milieu sportif. L'OM est le premier club professionnel de foot à lui ouvrir ses portes à titre de prévention. Une petite victoire. Il y a déjà eu des problèmes à l'OM? Des problèmes, non, pas à mon sens. S'il y a des problèmes, ils sont peut-être bien cachés, mais on n'est pas à l'abri, donc on ne sait pas. Je ne peux pas vous dire, il n'y a rien, quoi. De toute façon, le club qui me dit qu'il n'a jamais entendu parler de pédophilie en milieu sportif ou la Fédé qui me dit qu'il n'a jamais eu de problème chez eux, c'est qu'ils se voient de la face. Et c'est un mensonge. Parce que partout où il y a des enfants, il y a de la pédophilie. Donc le sport n'est pas épargné par ce fléau. Le tabou est tombé à l'école. Le voile se lève dans l'église. Mais au sein des fédérations sportives, le silence continue de régner. La plus puissante d'entre elles, la fédération de foot, est aussi la plus discrète. Sur ces affaires de pédophilie qui émergent pourtant peu à peu dans la presse régionale.
Des agressions enfin dénoncées. Des entraîneurs finalement condamnés. Dans toutes les disciplines, dans toute la France. Des articles, mais aucun chiffre. La seule étude menée en France portait sur les athlètes de haut niveau. 11,2% d'entre eux ont subi des violences sexuelles dans le cadre sportif. C'est plus d'un athlète sur 10. Combien dans le sport amateur? Combien parmi eux de mineurs? De petits joueurs du mercredi après-midi? Victimes invisibles de pédophilie. À Questembert, une petite ville de Bretagne, le club de gym masculine de la Boque d'Or est une institution. Et un jeune champion y règne en maître. Son domaine, c'est ce gymnase, flambant neuf, où il entraîne tous les lundis soirs une dizaine de garçons avides d'égaler ses prouesses. La posture parfaite, le geste puissant, la maîtrise de son corps, la performance. Nous sommes alors en avril 2012. Nathan a tout juste 13 ans. Et il ressent de l'admiration pour son nouveau professeur de gym. Il avait un grand capital sympathie, c'était un très bon gymnaste, il avait d'excellents conseils, il était même assez pédagogue. Il m'a encouragé à me rendre aux entraînements qu'il gérait lui-même, des entraînements supplémentaires pour augmenter son niveau, pour aller plus loin dans la pratique, ce que j'ai fait, parce que ça m'intéressait beaucoup. C'est là que tout a commencé. Il arrivait un petit peu avant aux entraînements. Il plaçait soigneusement des tapis en pile dans un coin de la salle. Après que tout le monde se soit changé, il démarrait l'échauffement. On commençait à courir à une dizaine de personnes sur le praticable. Et un à un, il nous appelait pour faire un exercice d'étirement un petit peu en retrait dans le coin de la salle. Il nous plaçait sur le flanc et il nous disait d'écarter les jambes donc, en ciseaux. Il en profitait pour d'abord caresser mon sexe d'abord au-dessus de mes vêtements. Et puis après, j'ai du mal à formuler ça. Il allait un petit peu plus loin par la suite, il introduisait ses mains dans mes sous-vêtements et me masturbait. Je me souviens d'une sidération violente, une sidération du corps, ne plus oser bouger d'1 millimètre, et une sidération un blocage de la parole. Ne pas oser crier, ne pas oser lui dire ne serait-ce que d'arrêter en fait. Et après, donc, du coup, à la fin d'un exercice qui paraissait pour le coup le plus long du monde, il me demandait de rejoindre les autres et il appelait un autre jeune à ma place. Au fil de l'enquête, les gendarmes découvrent que l'entraîneur a agressé sexuellement 7 garçons du cours de gym, âgés de 9 à 13 ans. Des actes répétés pendant 6 mois, toujours sous des prétextes sportifs. Comme le raconte celui que nous appellerons Jules, une autre victime. J'étais dans un vestiaire avec lui. Et en fait, à ce moment-là, il voulait que je me renforce physiquement, en fait. Il m'avait mis torse nu et il me montrait les parties de mon corps que je pouvais améliorer. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il en a profité, quoi. Qu'il touchait, qu'il descendait un peu trop bas, quoi. Donc voilà.
Est-ce que t'en as parlé à tes copains du cours de gym? Non, à personne. J'aurais jamais pu le dire. Je pense que je l'aurais jamais... Même à ce jour, je l'aurais jamais dit encore. Jamais j'aurais réussi. Une même sidération chez les 7 enfants qui profitent à l'entraîneur. Dans le procès-verbal de son audition devant les gendarmes, le professeur de gym de 28 ans reconnaît progressivement les attouchements. Lorsque j'étais avec les enfants, je ressentais du plaisir. J'étais conscient, mais je l'ai fait quand même. Je sais que je les ai traumatisés, mais je n'ai pas pu m'arrêter. Les enfants vous ont-ils dit que vous leur aviez fait mal? Non, ils ne m'ont rien dit car ils avaient confiance en moi. Comment expliquez-vous vos actes? Je ne sais pas. Il faudra que l'on me coupe les mains, le sexe et qu'on m'enferme. Il faut me castrer et me tuer. L'éducateur sportif est alors placé en détention provisoire. Pour Nathan et ses parents, comme pour toutes les familles des jeunes gymnastes, s'ouvrent des mois difficiles. Bonjour maman. Ça a été? T'as Ouais. bien couru? Ça m'a fait prendre l'air. Salut. Salut papa. Ça va? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensiez possible avant, qu'un entraîneur de sport puisse abuser des enfants qu'il encadrait? Non, pas du tout. Moi-même, j'ai fait partie des membres de la Vogue d'Or quand j'étais jeune, puisque je suis originaire d'ici, donc jamais on n'aurait imaginé une chose comme ça. Vous travaillez, vous confiez vos enfants à des personnes pour qu'ils puissent exercer leur activité sportive. Vous pensez qu'ils sont en sécurité, au contraire. Le sport est censé justement apprendre à vivre en société, à écouter les autres, à vivre ensemble, à apprendre beaucoup de choses. Le sport est quand même quelque chose de formidable, donc vous ne pensez pas à ces choses-là. Pour agression sexuelle sur mineur, avec la circonstance aggravante que les 7 victimes avaient moins de 15 ans, et qu'en tant qu'entraîneur, il avait autorité sur elles, le prof de gym encourt 10 ans de prison. Lors de son procès en 2013, il n'est finalement condamné qu'à 2 ans de détention. Une obligation de soins pendant 10 ans et l'interdiction définitive de travailler avec des enfants. Il est aujourd'hui libre de ses mouvements. Dans le sud-ouest, Sébastien Boye continue kilomètre après kilomètre de mouiller le maillot pour faire tomber le tabou de la pédophilie. Sa vie a basculé à 35 ans, après la condamnation de l'homme qui l'avait violé. Il se présente désormais comme le colosse aux pieds d'argile, un surnom donné par son avocat, devenu le nom de son association. Lui qui vendait des pièces détachées de camions la semaine, se jetait dans la mêlée le week-end, passe désormais son temps sur la route. Il s'apprête à parcourir plus de 3000 km en 1 semaine et demie. À la base, j'étais pas parti pour faire tout ce périple-là. À la base, j'étais parti pour faire que le tour des Landes et du Pays Basque dans les clubs de rugby le mercredi après-midi. Et l'association a suscité beaucoup d'élan d'autres sports, d'autres départements. Du coup, maintenant, je ne peux plus m'arrêter, quoi. L'association de Sébastien est unique en France. Il est désormais identifié comme le sportif à qui l'on peut se confier, l'un des seuls à avoir osé parler. Quand il est si difficile, surtout pour les joueurs professionnels, de s'afficher comme victime. Il y a peut-être la pression de leur fédération, parce que c'est quelque chose qui leur a amené du bonheur, et des médailles, et de l'argent. Et voilà, en retour, c'est dommage de salir ce sport, parce qu'il m'a donné du plaisir quand même d'un côté. Donc je pense que c'est pour ça aussi que des sportifs de haut niveau ne parlent pas encore. Quand il ne sensibilise pas les clubs, Sébastien accompagne les enfants qui ont trouvé le courage de dénoncer. Ce jour-là, l'ex-rugbyman a été appelé à l'aide par une mère désemparée. Une affaire a éclaté dans un club de handball, dont nous tairons le nom à la demande de la jeune femme.
4 victimes déclarées, dont son fils qu'elle a élevé seule. Nous l'appellerons Diego. Il avait 13 ans à l'époque des actes qu'il dit avoir subis. Ce soir, Sébastien vient discuter avec le jeune garçon, aujourd'hui âgé de 16 ans, pour calmer les inquiétudes de sa mère. Entre sportifs, entre victimes, on se fait la bise, on se tutoie, même quand on se rencontre pour la première fois. Oui, très bien. C'est la méthode du colosse. Donc là, tu connais mon histoire. Tu vas me raconter la tienne. Pourquoi, moi j'ai eu le... j'avais pas envie de parler par rapport, parce que j'avais honte et tout. Mais vraiment, mon agresseur, il faisait partie de ma vie à un moment parce que j'en avais besoin. Il était arrivé au bon moment. Et au sein du club, il s'occupait de quoi, toi? Il était un peu dirigeant, un peu entraîneur. Vu que son fils c'était mon meilleur ami. Et du coup, il s'occupait de l'équipe comme si c'était... Ouais, l'homme à tout faire du club. C'est ça. Ouais, comme souvent. Toi, c'est des viols que tu as subis ou des agressions sexuelles? Les deux. Les deux. Et moi, j'ai envie de passer à autre chose. T'es hyper courageux, vraiment. Et tu vois, t'en parles librement. En plus, c'est pas donné à toutes les victimes de pouvoir parler. Tu vois, je te pose la question pour voir si t'allais me répondre. Si c'était des agressions sexuelles ou des viols. Bon, c'est les deux, donc t'as subi la même chose que moi. Et moi, à ton âge, j'avais pas le courage de parler. Donc rien que pour ça, bravo. Maintenant, il faut réussir à avancer avec ça. Mais il m'impressionne, ton fils. Mais moi aussi, il m'impressionne. Ah non, mais il a la tête sur les épaules. Je lui file mon portable. S'il a la moindre question, le moindre doute, voilà, il m'appelle. Et voilà, ça restera entre nous. Chouette, ça. Le check, mec. L'homme que les enfants accusent est un bénévole du club de hand. Un de ses parents qui donne de son temps, sans qui les associations sportives ne pourraient pas fonctionner. Un cadre de 50 ans, divorcé, qui selon la mère de Diego se serait servi du sport pour se rapprocher des enfants. C'est pas l'image que j'avais d'un pédophile. Pédophile, je sais pas, dans ma perception des choses, le pédophile, c'est la personne cachée derrière un arbre devant une école qui traîne et pour qui on se pose des questions. Mais en fait, le prédateur sexuel, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est au contraire, c'est la personne qui vit avec nous. C'est la personne la plus serviable qu'on ait autour de soi et à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Il faisait partie des papas présents, étant toujours partant pour faire des déplacements avec les enfants. C'est vrai que dans le monde du sport, c'est important. Les parents investis, c'est important. Les parents qui savent véhiculer des rapprochements entre enfants, une solidarité, un partage, notamment en sport collectif. Lorsqu'il ramène les garçons d'un match ou d'un entraînement, le père de famille propose régulièrement de les garder à dormir, par petits groupes de 5 ou 6 copains. Au cours de ces nuits, l'homme aurait progressivement étendu son emprise sur les enfants, sans que les parents ne s'en aperçoivent. Quand il faisait venir les garçons chez lui, il mettait en place des situations de bien-être. Donc tout ce que les ados recherchent, quoi. Grand écran, la télé était allumée en permanence, il y avait des consoles pour jouer. Et puis ensuite, c'est devenu visionnage de films pornographiques ou à tendance pornographique. Beaucoup de jeux avec des gages à tendance sexuelle. Par exemple, celui qui perd, il se met tout nu et puis il traverse le jardin, il va jusqu'au portail tout nu, il revient tout nu devant tous les copains et devant lui. C'était, tiens, je te mets la danette sur les fesses, tu dois aller lui lécher les fesses. Et des scènes plus graves, voilà. L'homme est mis en examen pour corruption de mineurs, agression sexuelle et viol. Des faits qu'il aurait partiellement reconnus.
Ce genre d'affaires, les associations sportives préfèrent en général les garder discrètes. Au club de hand, la présidente prévient néanmoins tous les parents, au cas où des enfants regardaient le silence. Elle contacte Sébastien Boueil pour une réunion publique et ne donne finalement pas suite. Craignait-elle pour la réputation du club? Nous l'avons contactée par téléphone. Elle ignore qu'elle est enregistrée. On a passé des soirées là-dessus. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour bien faire. Et on n'a pas tous été d'accord dans le bureau parce que voilà, il y en a qui vont pas comprendre pourquoi on parle de ça alors que... Bon, après, moi je dis, si on perd 10 gamins, c'est pas grave. Hein. Si tous les autres sont réformés. Il y en a à qui ça a fait peur qu'on puisse associer le club en fait à ce problème grave d'agression sexuelle. Oui, forcément. On est une petite ville, nous. Hein. Et c'est pour ça que moi j'avais insisté avec Madame le maire pour qu'elle en parle, que ça soit fait au niveau municipal. Et puis ma foi, Madame le maire n'a pas donné suite. Elle a eu, je pense, la réaction qu'ont souvent les gens, c'est-à-dire que voilà, si on en parle, qu'est-ce que ça va donner? Si on n'en parle pas, c'est pas bien non plus. Et donc ça s'est passé. Voilà. L'instruction est toujours en cours. L'agresseur présumé en liberté. Les familles souhaitent désormais qu'il soit jugé rapidement pour que les handballeurs puissent reprendre le cours de leur jeune vie en ayant soldé le traumatisme de leur enfance. Car le poids du silence est écrasant. À Rouen, en Normandie, le temps s'est arrêté il y a plus de 20 ans pour 5 enfants. Prisonniers d'un secret qui empêche de grandir, de se construire. Georges a attendu d'être adulte, attendu que d'autres parlent avant lui, pour se libérer de son fardeau. Le sport, ça a tout le temps été mon échappatoire en fait. C'est là où je me sens bien en fait, tout bêtement. Ça a été votre échappatoire par rapport à quoi ? Par rapport à ce que j'ai pu connaître au niveau des abus sexuels en fait, voilà. C'était ma manière de me sauver, de plus penser à ça. Et je pense aussi de me réapproprier mon corps, parce que quand on fait du sport, on arrive à plus se sentir au niveau du corps, quoi. Georges a passé son enfance ici. Des patins aux pieds et une crosse à la main. Le hockey sur glace, c'est le sport de référence à Rouen. Une activité virile, où l'on tient les faiblesses à distance, derrière son casque de métal. L'homme que Georges et 4 autres accusent de les avoir agressés sexuellement travaillait comme manager général du club. Une autorité, une fois encore respectée, et même appréciée des parents. Assis-toi. Clément fait partie, comme Georges, des 5 anciens joueurs qui ont porté plainte, à 30 ans passés. Bon alors, qu'est-ce qu'on raconte de beau, mon genre? Attends, j'ai ramené des petits trucs. Tiens, regarde. Ça rappelle les souvenirs. Catégorie moustique. Georges avait 6 ans quand il a commencé le hockey. S'adapte. Il était comment, ce petit garçon qu'on voit sur les photos, Georges ? Ah, il était petit, il était innocent. C'est à cette époque qu'il rencontre le manager. À cet âge-là, on a envie de réussir dans le sport quand on commence un sport. Donc, effectivement, j'avais une sorte d'admiration en fait envers cette personne parce qu'il avait réussi dans son sport. Il gérait le club de hockey. Puis c'était quelqu'un de gentil. Je sais pas si tu l'as vu celle-là. Ah oui. Wow. Des bons souvenirs aussi ? Pour moi, oui, c'est clair. Oui, c'est des bons souvenirs. C'est des bons souvenirs. C'est... Tout ce qui se passait sur la glace, c'est des bons souvenirs. Ouais. On dira. Après, ce qui s'est passé autre part, c'est autre chose. C'est toi, là ? Ouais. Clément a lui aussi grandi sur des patins. Dans les années 90, son père est le médecin du club. Il fait entièrement confiance au manager, devenu son ami, et toujours disponible pour garder son fils les soirs où il en a besoin après l'entraînement. Ces soirs-là, Clément raconte avoir été agressé
puis violé régulièrement pendant plusieurs années. La grosse question, c'est de savoir quand les agressions ont commencé. Vous étiez trop petit pour vous souvenir exactement. Par contre, ce que je peux dire, c'est que quand j'avais 6 ans, c'était déjà commencé. Ma vie, elle a été... elle a pas démarré, en fait. Il n'y a pas de commencement. J'avais un mec qui, une nuit sur 5, rentrait dans ma chambre et les 4 autres nuits de la semaine, ça m'empêchait de dormir, quoi. Vous me disiez, vous avez commencé à boire très jeune? Ouais. Donc vers l'âge de 12 ans, de toute façon, pour arriver à dormir, c'était un moyen déjà d'oublier tout. Et puis j'ai arrêté de ça il y a 2 ans à peu près, parce que j'ai eu des gros problèmes de santé. Clément a aujourd'hui 35 ans. Georges, 39. Comment on grandit quand on a vécu ça? Moi, j'ai occulté le truc pendant 20 ans, ça m'a servi à rien. J'ai essayé de m'intégrer dans plusieurs métiers, toujours sans succès. Moi, j'ai rien construit. Il y a tout le temps la petite chose, une petite bête qui nous gratte et qui nous dérègle, en fait. Et je dirais que ça a été continuel dans ma vie, quoi. C'est tout le temps, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de votre journée, bing, vous allez avoir un déclic et là vous allez avoir votre poitrine qui va se serrer et vous allez vous sentir anxieux, pris par tout ça. Notre vie, elle est changée après des actes comme ça. On n'a pas la vie qu'on devrait avoir, en fait. Tout est faussé, en fait. C'est comme ça qu'au final on s'est livré, parce que on s'est bien rendu compte que si c'était pas jugé, que si c'était pas reconnu, il y aurait pas de réelle progression dans notre vie, quoi. Ne serait-ce que l'envie de vivre, quoi. L'ex-manager du club aurait reconnu une grande partie des agressions sexuelles et certains viols. Il a aujourd'hui 60 ans et n'a jamais été incarcéré. Son procès se tiendra début 2019. Les hockeyeurs lui feront face, après 20 ans à se taire. Le silence protège les pédophiles. Ils sévissent parfois de longues années dans ces vestiaires où de nouveaux enfants sont toujours à portée de main. Ils changent discrètement de club, de région, quand ils ne sont pas délibérément déplacés par les dirigeants pour éviter le scandale. Des agresseurs souvent faiblement sanctionnés, insuffisamment surveillés et qui récidivent ailleurs. Des entraîneurs bénévoles, parfois condamnés dans plusieurs affaires d'attouchement sur mineurs, avant que la justice ne finisse par les incarcérer. En Bretagne, dans la petite ville de Questembert, Nathan et ses parents ont découvert une autre trahison après l'arrestation du prof de gym. Ils ne connaissaient de l'athlète que ses exploits sportifs, les médailles qu'il avait rapportées au club. Ça va? Bonjour Isabelle. Salut Dominique. Ça va bien? Oui. Avec les parents des 6 autres enfants agressés sexuellement, ils se sont aperçus qu'ils ignoraient l'essentiel, le lourd passé judiciaire de l'éducateur sportif. Et dire que tout ça aurait pu être évité, quoi. Lors du déroulement de l'affaire, on a su que cette personne avait déjà été condamnée pour détention d'images pédopornographiques et qu'elle n'avait plus le droit d'exercer une activité en contact avec des jeunes. Les responsables de l'association sportive pouvaient-ils ignorer la condamnation de leur gymnaste le plus renommé? Les parents portent plainte contre le club pour comprendre comment l'homme a pu être choisi comme professeur bénévole alors qu'il avait l'interdiction d'encadrer des mineurs. On a découvert qu'en plus, ils avaient mis le loup dans la bergerie parce qu'ils savaient
qu'il était déjà condamné. En connaissance de cause, ils l'ont laissé seul avec des enfants. C'est une personne qui était membre du club, qui a alerté le président en lui disant qu'elle savait que l'entraîneur avait des antécédents et lui a expliqué donc les faits. Et lui aurait répondu « Ne t'inquiète pas, on va le surveiller ». Voilà. Et là, vous dites, c'est de la trahison, quoi. Oui, tout à fait. Il n'y a pas pire, c'est une trahison. Le président bénévole du club se retrouve à son tour sur le banc des accusés, 2 ans après l'agresseur. Un fait extrêmement rare. Il est en général difficile pour la justice de prouver la responsabilité des dirigeants sportifs. Et donc là, voilà, après le verdict, entraîneur pédophile, président condamné. Le président d'un club de gym de Questembert a écopé de 6 mois de prison pour avoir confié les enfants à un homme condamné. 6 mois avec sursis, c'est pas beaucoup. Avoir pris de tels risques. De tels risques, ouais. En fin de compte, il n'y a pas un coupable, hein. Il y a 2 coupables. Mais les familles ne sont pas au bout de leur calvaire. Le président continue de nier avoir été informé de la première condamnation du prof de gym. Le club est sa fierté. Alors la petite ville de Questembert prend fait et cause pour son responsable, jusqu'à organiser une manifestation de soutien quelques semaines après son procès. En fait, il se passait exactement l'inverse de ce qui aurait dû se passer. Voilà. Là où on aurait dû avoir du soutien d'autres personnes, eh ben non. C'était lui la victime, c'était pas nous. On se sentait vraiment isolé et tout le monde contre nous, quoi, en fait. Le sujet était tabou, quoi. Parce que on voyait bien que, oh là là, fallait cacher, c'était pas joli. Faut pas parler de ces choses-là, c'est pas bien. Non. Ça remettait en cause l'ordre établi, avec un beau club, un beau projet, et puis il fallait surtout pas que suite aux événements qu'il y avait eu, que la belle machine s'enraye. Donc, oui, tout à fait, oui. Ils ont sacrifié nos enfants pour des ambitions, voilà, comme on disait, pour le club, pour des ambitions aussi personnelles. Après son procès, le président du club démissionne. Le cœur serré, écrit-il dans un communiqué. Suite, dit-il, à un faux témoignage. Près de 3 ans après, nous sommes allés à sa rencontre. Malgré sa condamnation, il continue de nier avoir en connaissance de cause laissé le pédophile entraîner des enfants. Nous le filmons à son insu. Bonjour, Alice Gauvin, je suis journaliste à France 2. Je me demandais si vous accepteriez de répondre à quelques questions sur comment vous avez vécu, vous, à l'époque, l'affaire. Un peu de froid, là. Comment vous expliquez que vous ayez été condamné, en fait? Judiciaire. Et vous n'avez pas voulu faire appel, vous, sur le coup? Non. Non. Faire appel, c'était repartir encore dans un autre engrenage. Et puis, c'est sûr que... Mais j'avais la conscience tranquille. Hein. En tant que président et bénévole, on est au courant de tout. C'était le cas. Jamais on avait été informé par le biais du préfet ou de la police. L'ex-président du club de gym prend pour excuse un vide juridique réel. Depuis 2016 seulement, les procureurs peuvent, s'ils le jugent nécessaire, informer une structure de la condamnation d'un de ses bénévoles. Des signalements loin d'être systématiques. Et à l'embauche, seul le casier judiciaire des entraîneurs professionnels est vérifié. Pour les entraîneurs bénévoles, aucun contrôle n'est exercé. Les dirigeants de clubs n'ont même pas le droit d'accéder à leur casier. C'est le nouveau combat de Sébastien. Changer la loi pour que le passé judiciaire des 3,5 millions de bénévoles du sport soit lui aussi passé au crible avant qu'ils puissent approcher des enfants. En attendant, le colosse continue son travail de prévention. Mais oui. Ça fait bonne route cet été, quand même. Aujourd'hui, il a été invité à la Ligue de tennis du Limousin.
par Anne, Super. elle aussi violée à 18 ans par son entraîneur. Bonsoir. Bon, on va démarrer. Ça me paraissait important qu'on puisse en parler ensemble, notamment pour protéger un peu nos enfants. Et puis c'est un sujet aussi qui moi, me touche très personnellement. Je suis désolée, je pensais pas, mais bon. Merci. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que j'en ai fait un peu un petit cheval de bataille. Voilà, maintenant c'est à toi de... À toi l'artiste. Mais merci, Anne. Ce soir, Sébastien s'adresse à des petits joueurs de tennis et à leurs parents. Dans le combat. Pour l'ex-rugbyman, il faut parler aux enfants dès l'âge de 5 ans. Qui c'est qui a le droit de toucher les parties intimes? Nous. Nous? D'accord, très bien. Seul vous et le médecin, pour vous ausculter, bien sûr, a le droit de toucher vos parties intimes. Après, plus personne n'a le droit de toucher. Pourquoi? Ça nous appartient. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Votre corps vous appartient. Ok? Il vous appartient. Exactement. Sébastien a élaboré avec des psychologues alors, une charte de bonne conduite pour les clubs sportifs. On n'est parti que sur des faits réels. Dès le début de l'année sportive, on évite de faire la bise aux enfants, on instaure un check. Tout simplement, c'est pour mettre une distance avec l'enfant. Quand on est en club sportif, on n'est pas là en famille. Pendant que les enfants se changent ou se douchent, les portes du vestiaire doivent rester fermées pour éviter que des clichés soient pris de l'extérieur à l'intérieur et que des personnes viennent se rincer l'œil, tout simplement. On ne prend aucune douche avec les enfants. On a beaucoup de problèmes dans les piscines, notamment. Donc, aucun adulte dans la douche avec vous, les enfants. C'est interdit, c'est pas sa place. Autre moment délicat, les matchs à l'extérieur ou les compétitions. Lors de déplacement et de covoiturage, un point de départ et de dépose devra être instauré par les clubs. C'est pour éviter que les enfants se retrouvent chez l'éducateur pendant que papa et maman aient fini de travailler. Pas d'autres questions? 1600 clubs de sport ont déjà adopté la charte du colosse au pied d'argile. Alors je finis toutes mes interventions avec cette phrase, c'est que beaucoup d'associations donnent le sourire aux enfants. La nôtre évite qu'ils pleurent en silence et se détruisent un jour. Donc, certaines fédérations, comme celle de rugby, de pelote basque, de basket, appliquent ces conseils dans tous leurs clubs. La fédération de baseball vient de faire appel à lui, après la mise en examen d'un entraîneur pour agression sexuelle sur mineurs. Reste pour Sébastien à convaincre les autres. Pour que le sport demeure pour tous les enfants, un loisir qui aide à grandir, à se dépasser, ensemble, pour mettre la pédophilie en milieu sportif, définitivement hors jeu.